Bonjour et bienvenue sur la PO de ma vie. Comme à l'accoutumée, la semaine dernière, je vous ai annoncé le thème de cette semaine, qui n'est pas réjouissant, ça je vais vous le dire, mais c'était important de vous prévenir et que vous sachiez que si vous le voulez, vous pouvez écouter cet épisode, et sinon, on peut se retrouver la semaine prochaine sur un thème un peu plus joyeux et plus léger. Comme je l'ai annoncé, la chanson qui va inspirer le thème d'aujourd'hui, c'est une chanson de Tupac Shakur, nommée Letter to My Unborn, qui est une chanson écrite par un Tupac qui se dit qu'il ne verra sûrement pas son enfant naître. Bon, malheureusement, Tupac Shakur a connu une fin prématurée, ça on le sait, mais j'ai toujours interprété cette chanson, mais vraiment dès la première écoute, plutôt comme une chanson là où on s'adresse à un enfant auquel on survit, plutôt que le contraire. On survit à cet enfant et lui non. Ça va donc être le thème d'aujourd'hui. Je vais aborder le thème de la fausse couche dans mon cas, parce que c'est une chose que j'ai vécue il y a quelques années. Je vais en fait vous parcourir la période où j'ai vécu ma grossesse et l'après, d'accord ? Je vais donc pas vous faire beaucoup de définitions et de statistiques aujourd'hui, mais j'ai quand même un chiffre intéressant pour ceux qui ne le savent pas. Les fausses couches interviennent dans à peu près 10% à 11% en réalité des grossesses. Donc on estime à l'interruption prématurée d'une grossesse toutes les 44 minutes, ce que je trouve énorme. Il y a des maladies rares, rien qu'à 1% ou 2%, c'est déjà beaucoup en termes de récurrence. Donc là, 10 à 11% des grossesses qui ne vont pas à terme, c'est quand même beaucoup. Et on n'en a pas conscience, en tout cas pas jusqu'à ce qu'on soit concerné. Donc comme je vous le disais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le début de la grossesse, ce qui aurait pu présenter un facteur de risque, et finalement comment tout s'est malheureusement terminé. Cet événement, je l'ai vécu en 2018. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, peut-être lors de l'épisode précédent quand j'ai parlé du tatouage que j'ai fait sur mes côtes. Donc en 2018, je suis tombée enceinte. Je venais de rentrer de vacances à Bali. J'étais toute contente et toute noire. Et quelques semaines après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, même si j'avais un cycle très irrégulier. J'ai eu 4 jours de retard à peu près. Et ça a été un peu drôle la façon dont je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais avec l'amie avec laquelle je suis partie en vacances. Et sa mère me regarde et me dit « T'as l'air différente aujourd'hui, t'es sûre que tout va bien et tout, il y a un truc différent chez toi. » Il me dit « J'ai l'impression que t'as les seins qui ont gonflé. » Bon, note de la rédaction. Habituellement, je fais un bonnet E hors taxe et un bonnet F TTC. Donc quand elle me dit qu'elle a l'impression que mes seins ont gonflé, je me suis dit « Mais attends, mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Comment ça, ils ont gonflé ?» On voit déjà que ça du matin au soir. Et ma copine m'a dit comme ça, bon c'est un jour férié, je crois que c'était le jeudi de la Pentecôte ou un truc comme ça aux alentours du 20 mai. Et elle me dit viens on va chercher une pharmacie de garde et tu vas aller prendre des tests. Je lui dis non mais attends, j'ai un cycle hyper irrégulier, c'est impossible. Bon in fine, je suis allée trouver des tests, j'en ai fait un en rentrant chez moi à 23h45. Si vous le savez ou pas, souvent il y a une légende qui dit que les tests de grossesse, il faut les faire au premier pipi du matin. Bon, 23h45, le truc a été positif, il n'y avait pas de mystère. Mais puisque j'ai eu chaud quand j'ai eu le résultat, je me suis dit attends, j'en ai pris plusieurs, demain matin je refais. Au réveil, 9h30, avec le premier pipi, tu sais, au cas où il y avait un faux positif, t'as capté ? Bon, c'était aussi positif. Donc, à l'époque, j'avais déjà, dès la veille au soir, j'avais déjà annoncé la couleur à mon mari. Et je pense qu'on était un peu tous les deux sur le cul, franchement. Et le lendemain matin, je lui ai dit non, mais c'est confirmé et tout.
Et il y a un truc qui s'est passé, je sais pas si dans le cas des autres grossesses ça a été la même chose chez les autres, mais je me suis retrouvée tellement bête que j'ai oublié tout ce qu'il fallait faire après. Je savais pas s'il fallait commencer par une prise de sang, s'il fallait faire une échographie de datation. Pendant 4 secondes, j'ai été stupide. Ça a duré l'espace de 4 secondes, heureusement. Donc j'ai suivi la suite avec la prise de sang, qui a confirmé avec le taux de bêta-HCG, et une échographie de datation. Je vous donne juste l'information, une échographie de datation, c'est juste pour constater la grossesse et estimer la date du début de grossesse, parce que c'est important pour le reste du suivi. Donc à ce moment-là, je crois qu'il a été estimé que j'étais enceinte de 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. J'ai donc amené cette échographie chez ma généraliste. En fait, j'avais la flemme d'aller chez mon gynéco pour le suivi. Et il y avait un paramètre qu'il fallait que je suive pendant ma grossesse qui a un gros impact sur ma contraception. À l'époque, j'avais un très haut risque d'hypertension artérielle. Donc déjà, tout ce qui était contraception hormonale, j'avais dû arrêter. J'avais passé presque 10 ans sous pilule mini-dosée que je prenais tous les jours qui m'avait supprimé mes règles. Après, j'ai porté un stérilet hormonal parce que j'avais plus le droit à ingérer ou quoi que ce soit des hormones. Donc j'ai eu un dispositif intra-utérin que j'ai enlevé à partir du moment où on s'est dit allez, on se lance dans un projet parental. Donc ce risque d'hypertension était vraiment à surveiller pendant la grossesse parce que ça peut avoir un impact sur des fausses couches et aussi sur l'état de santé de la maman pendant la grossesse. Ça peut occasionner le fait d'être alitée, etc. Et ben croyez-le ou non, j'allais très souvent du coup chez ma généraliste pour suivre l'état de ma tension pendant la grossesse et ça se passait hyper bien. Moi qui avais une tension habituellement 14, 9, 15, 10, plutôt élevée, pendant toute ma grossesse j'étais sur le 12-8 des familles. Celui qui fait sourire ton médecin, celui que tout un chacun est censé avoir. Donc c'était super. Sur ça, il n'y avait aucune inquiétude. Je vous précise cette information de l'hypertension parce que c'est important pour la suite. Très très important, même déterminant. Donc j'avais mes rendez-vous de suivi, tout se passait très bien. J'ai eu ensuite l'échographie du premier trimestre, la vraie première échographie, là où on entend le cœur battre. Donc c'est un truc hyper fort. Le bruit hyper reconnaissable et très très rapide du cœur d'un fœtus, c'est incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc tout se passait vraiment bien. Jusqu'au jour où ça ne s'est plus passé bien. Avant ça, d'autres trucs concernant la grossesse, je sais que c'est aléatoire d'une femme à l'autre, d'une grossesse à l'autre, mais j'avais énormément de chance parce que j'ai pas eu de nausée. J'ai pas eu de nausée, mais j'étais incapable de bouffer. La nourriture m'insupportait. Les féculents, c'était hors de question. L'odeur de la cuisson des pâtes, j'en parle même pas. Le riz, tout ça, c'était mort. La viande, crue ou cuite, était un supplice. Donc je me suis nourrie essentiellement de tomates cerises et de fruits pendant les 3 premiers mois de ma grossesse. Donc c'était la seule chose qui m'a embêtée un petit peu. Et évidemment, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, alors pas directement, je crois que c'est après l'échographie de datation que j'en ai parlé à mes 2 meilleures amies et à ma mère. Ma mère, je suis sa seule fille, et vivre pour une maman, la grossesse de sa fille, c'est quand même quelque chose. Donc je voulais pas attendre la fin du premier trimestre pour lui dire, et puis c'est ma mère, quoi. Peu importe ce qu'il arrivait, j'allais lui en parler. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc tout suit son cours, super bien, correctement, jusqu'au jour où un événement plutôt stressant et inquiétant est arrivé un dimanche. Bon, on gère l'événement, hein. Mais 2 jours après, j'avais mon rendez-vous de suivi de toute façon pour planifier en fait l'échographie suivante, une fois que le premier trimestre est terminé.
Ce mardi en question, je vais donc chez ma généraliste qui qui vérifie les constantes comme d'habitude. Et en prenant ma tension artérielle, elle a constaté que ma tension ce mardi-là était à 16,10. Énorme. En temps normal, j'avais jamais atteint ce stade ou à de très rares occasions. Pendant une grossesse, c'est plutôt alarmant. Donc son réflexe a été d'appeler le centre hospitalier du coin, le centre hospitalier sud-francilien pour ceux qui connaissent le secteur de Corbeil et tout. Elle appelle le service prénatal et leur dit « Je vous envoie une patiente qui arrive de suite. Elle a une tension élevée alors qu'elle est à la fin de son premier trimestre. C'est inquiétant. Il faut faire une échographie en urgence, etc. » Elle n'avait pas le matériel pour faire une échographie, donc elle m'y a envoyé, c'était à 10 minutes. Je me rends à ce service prénatal et directement, on me dit que quand on va me faire l'échographie, on ne va pas me montrer l'écran cette fois-ci et qu'il n'y aura pas le son. J'ai commencé un peu à paniquer. Hein. Donc elle a commencé avec une échographie normale sur le ventre. Elle n'a pas dit grand-chose, la dame, quand même. Et elle m'a dit, je vais faire une échographie, je ne sais pas si ça s'appelle endoscopique ou autre, mais je suis obligée de vous la faire en direct. C'est l'échographie qui passe par dedans. Oui, t'as bien compris. Et à ce moment-là, elle me parle de lésions qu'elle voit sur le col de l'utérus. Elle me dit, je vois des ectropions sur le col. Va sur Google si tu veux, mais les ectropions, en gros, c'est comme si la muqueuse s'échappait par le col. Et ça peut être pour diverses raisons, notamment un mauvais développement du fœtus ou une malformation en tout cas. Donc elle me dit ça, elle me dit je sais pas si le fœtus a bien continué à se développer et tout, là j'arrive pas trop à voir. Revenez dans 3 jours et on revérifiera à l'échographie, voir ce que ça donne. À ce moment-là, je pense que j'avais encore un peu d'espoir, franchement. Sauf quand elle a commencé à me poser des questions que j'ai reconnues. Une fois dans ma vie auparavant, en 2013, j'avais subi une intervention chirurgicale. Et là, elle me posait les mêmes questions. Est-ce que j'ai des allergies? Est-ce que je peux prendre tous les antibiotiques de la Terre? Est-ce que j'ai des problèmes spécifiques à indiquer, du type allergie à la pénicilline, aux antidouleurs? Est-ce que j'ai des malformations cardiaques? Alors je dis oui madame, j'ai une insuffisance cardiaque, donc tout ce qui est intervention, et dès qu'il y a potentiellement du sang qui peut couler, ça peut partir en hémorragie. Donc je lui annonce, elle note tout, elle commence un dossier. Je me suis dit, ça sent le sapin l'affaire. Mais j'avais pas perdu totalement espoir. Beaucoup, mais pas totalement. Je vous passe quelques événements. Et arrive ce vendredi où je devais revenir pour l'échographie. L'échographie a lieu, bon, je vous le donne en mille. Elle me dit que le fœtus a arrêté de se développer et qu'on allait directement passer au bloc, puisqu'elle m'avait posé toutes les questions qu'il fallait pour préparer une intervention. Est-ce que je voulais une anesthésie locale ou générale, etc. Enfin bref, donc ils avaient tout était prêt. Je me retrouve là en détresse, en train de me dire « Putain de merde, ça y est, c'est fini. » Même si j'étais préparée à l'éventualité depuis le mardi, ça m'a un petit peu brisé sur le coup, hein, je vais pas vous mentir. Donc, comme une grande, je me prépare à aller au bloc, etc. Et je vais essayer de pas trop vous donner de détails, mais quand il y a une interruption de grossesse, alors là, je vais tout mélanger, hein. Volontaire ou médical, peu importe, parce que le résultat reste le même. Franchement, mais quand on vous parle de trucs d'interruption par aspiration, c'est pas une promenade de santé. Hein. Parce qu'il y a 2 types d'interruption. La médicamenteuse quand c'est à un stade prématuré, avant 9 semaines je crois. Et après 9 semaines, il faut que ce soit par aspiration. Peut-être même 8 semaines. Moi j'avais largement dépassé ça, donc c'était par aspiration. Le truc est inconfortable. C'est clairement un bruit d'aspirateur, mais la sensation, je parle de la sensation. T'as beau être anesthésié, j'avais choisi l'anesthésie locale.
Waouh. Pourtant, je suis pas douillette, hein. Et en fait, sur le coup, j'étais au bout de ma vie. Merci à, je sais pas, l'infirmière, la sage-femme qui était avec moi au bloc. À un moment, j'ai fondu en larmes parce que c'était pas la douleur, mais c'était tout encaissé d'un coup, quoi, merde. Et ils ont été fantastiques sur presque tout. Il y a un truc très violent qui s'est passé lorsque j'étais au bloc. Alors, deux choses violentes en fait. La première, c'est que j'ai perdu beaucoup de sang et qu'en plus, j'ai un groupe sanguin claqué, B négatif. On est dans les groupes les plus rares qui existent. Heureusement que la question m'avait été posée au préalable et ils avaient préparé 2 poches de sang. J'ai perdu beaucoup trop de sang, donc je me retrouve transfusion et tout. Bon, première fois de ma vie, ok. Et pendant que j'étais en train de pomper avec mon bras pendant la transfusion, une aide-soignante, je crois, en tout cas quelqu'un du personnel médical, passe dans le couloir du bloc avec un chariot et notamment un sac, je m'en souviendrai toute ma vie, un sac jaune où il y avait noté déchets organiques. Alors, comment te dire? J'étais allongée sur la table d'opération avec le drap qui partait à peu près de ma poitrine jusqu'à loin là-bas, même si je ne suis pas bien grande. Et je vois cette personne avec son chariot déchets organiques. Je me suis dit, elle passe juste dans le couloir. Mais t'es fou. Elle entre et vient récupérer le contenu de mon utérus. Elle est venue chercher mon enfant, là comme ça, là, alors que j'étais présente. Alors je suis pas bête, je savais très bien qu'il fallait bien que ça aille quelque part et que c'était trop tôt. C'est à partir, je crois, de 5 mois qu'il faut donner un nom à l'enfant et lui offrir une sépulture et tout. J'en étais pas à ce stade-là, mais gros, pas devant moi. Je sais que tu vas le récupérer, mais pas devant moi. Donc ça m'a mis une sacrée gifle. C'est d'une violence incroyable. Je pense que c'est là où j'ai pété les plombs et j'ai hurlé, j'ai pleuré, enfin bon bref. Après ça, ça a été hyper compliqué de vivre le deuil de mon enfant. C'est très particulier parce que je me disais, oui, ben voilà, je suis enceinte, je vais avoir un enfant, tout ça, tout ça. Et ce qui est cruel derrière, c'est toute l'omerta qu'il y a sur les fausses couches. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que tant que tu ne passes pas par là, personne ne te parle du concept, de l'idée de la survenue d'une fausse couche. Alors déjà, il y a un truc sur lequel j'ai merdé et je vous le dis direct. Entre le mardi et le vendredi, j'ai rien dit à personne, mis à part la personne qui partageait ma vie. J'ai rien dit à ma mère, j'ai rien dit à mes meilleurs amis, j'ai rien dit du tout. Pour une question de honte, très clairement. Vous avez peut-être constaté que je parle uniquement à la première personne depuis tout à l'heure parce que je me suis retrouvée à l'hôpital toute seule et je voulais pas me retrouver face à la honte de dire à ma mère ou à mes amis que j'y allais toute seule. Donc j'en ai parlé a posteriori. Elles m'en ont un peu voulu, mais bon, après c'était à moi de gérer comme je voulais. Cette histoire d'omerta sur les fausses couches derrière, comment ça se fait que c'est à partir de là que tout le monde a commencé à me dire « Ouais, moi j'en ai déjà fait une, ouais, j'ai déjà vécu 2, 3, 4 fausses couches. » Et t'as vécu ça toute seule sans rien dire? T'as vécu ça dans ton coin? Mais pourquoi? T'as rien fait de mal. C'est ça qui m'a fait mal en fait sur le coup. Je me suis dit mais comment est-ce que les femmes vivent ça dans le silence le plus total? Je dis pas qu'il faut en faire toute une histoire et en parler à tout le monde publiquement, pas du tout. Mais c'est comme, en fait c'est comme toutes les difficultés liées à la grossesse et l'accouchement, qui reste un secret de polichinelle et qui n'est discuté qu'entre femmes qui ont déjà eu des enfants et eu leur grossesse jusqu'au bout. La fausse couche c'est pareil. Sauf que la violence psychologique d'une fausse couche, c'est quelque chose, hein. Même si un accouchement, ça peut avoir aussi un impact très lourd sur la vie de la maman, sur sa santé psychologique et tout, hein, sa santé mentale. Il y a pas de souci, je le reconnais totalement. Mais là, on parle d'un deuil, ou ça s'appelle le deuil blanc, et je sais même plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de deuil
et tu le traverses toute seule comme ça parce que personne n'en parle. J'ai trouvé ça hyper chelou. Alors moi pour ma part c'est sûr que j'en ai parlé. Donc à ma mère, à certaines amies, à d'autres personnes à qui j'aurais pas dû en parler rétrospectivement parce que il y avait d'autres choses qui étaient impliquées. Enfin j'étais pas la seule impliquée dans cette fausse couche. Hein. L'enfant je l'ai pas faite seule. Mais ça m'a brisée. Alors je me suis murée dans le silence pendant un moment. Je me suis vraiment isolée. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais au fond du gouffre. J'avais envie de crever. C'est la vérité. Hein. J'avais envie de crever. Je me suis donc tournée vers le service prénatal qui m'a mis en contact avec un groupe de parole, un groupe de parents qui ont perdu leurs enfants. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule. La solitude d'une fausse couche, c'est tellement douloureux. C'est pire que la douleur physique. C'est tellement douloureux. Et se rendre compte qu'on n'est pas seul et parler de la façon dont on se sent, il n'y a que des gens qui l'ont vécu qui peuvent le comprendre. Raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, au cas où vous n'avez pas eu l'accompagnement nécessaire, si vous êtes passé par une fausse couche ou la perte d'un enfant pendant la grossesse, hein, le reste je peux pas me permettre de parler. Mais il n'y a que les gens qui sont passés par là qui peuvent comprendre. C'est une folie. Alors, il y a un élément que je laisse volontairement de côté aujourd'hui, d'accord? Parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler. Si vous, à votre tour, vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Mais un élément que je laisse de côté, c'est l'impact d'une fausse couche sur un couple. Autant ça peut, je vais pas dire solidifier le couple, parce que les deux personnes peuvent être là l'une pour l'autre, se soutenir, remonter la pente, s'accompagner, et peut-être même se relancer sur le chemin de la parentalité très rapidement. Ça arrive plutôt fréquemment. Et il y a d'autres cas dans lesquels la fausse couche brise tout dans le couple, pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, cet aspect couple, je veux vraiment pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le but. J'ai donc, je vous ai dit, j'en ai parlé ensuite donc à ma mère, mes meilleurs amis, j'en ai parlé à mes frères. Je suis la seule fille de ma fratrie. Et en fait, dans ma famille, on n'est pas très je vais pas dire expressif, mais tous les trucs un peu personnels, intimes et tout, c'est pas les choses dont on parle à la base. Mais sur le moment, comment j'en avais rien à foutre. Je leur ai rebattu les oreilles, en veux-tu, en voilà. J'en ai parlé à mes frères, donc mes deux frères et ainsi que mon cousin qui est pour moi mon frère également. Je leur ai dit comment je me sentais et ce dont j'avais besoin. Pour la première fois de ma vie, je pense, je leur ai dit individuellement, « Eh gros, là j'ai besoin de toi. Ne me lâche pas, j'ai besoin de toi. » Et je salue mon courage, en tout cas, et ma clairvoyance sur le coup, parce que en général, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule et tout. Là, il fallait que je me raccroche à mes proches. Sinon, j'allais sombrer, mais dans des trucs, laisse tomber. T'imagines même pas. Alors forcément, à partir de là, ça fait un peu cliché de te dire ça, hein. Mais à partir de cette fausse couche, je suis devenue une femme totalement différente. Déjà dans mon style de communication et ma fréquence de communication, ah maintenant, si ça va pas, tu vas le savoir. Pas tout le monde, ok, mais je préfère le dire. Parce qu'on a trop l'habitude de me voir toujours joyeuse, à rigoler et tout. Gros, si je fais la gueule, faut que tu saches pourquoi. Je vais pas en faire des secrets et tout. Et puis, j'ai pas de honte à avoir. Je n'ai pas de honte à avoir. Je n'ai rien fait. Contrairement à ce que certains ont pu penser, je n'étais pas coupable de la fin prématurée de cette grossesse. Absolument pas. Donc je voyais pas pourquoi je devais me cacher de l'effet que ça avait sur moi. C'est comme si j'avais perdu un proche qui était en vie. Je vois pas pourquoi je l'aurais caché. Je vois pas pourquoi j'aurais pas dit aux gens l'effet que ça avait sur mon moral et mon mental. Et bien là, c'est pareil. C'était un de mes proches, c'était mon enfant, que vous ne connaissiez pas encore, moi non plus d'ailleurs. Mais voilà, je voulais pas en faire de secret. Et c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est ce qui m'a le plus fait du mal.
Sur le coup, c'était cette solitude dont je voulais absolument sortir. Et c'était très étrange parce que autant j'avais beaucoup de gens autour de moi, très peu de personnes au courant, et je me sentais hyper seule. Je voyais des gens tout le temps, mais je me sentais hyper seule, je me sentais vide, je me sentais morte de l'intérieur, c'est ça le terme. J'étais morte de l'intérieur. Je pouvais arborer un sourire de façade et tout, mais en fait, j'étais morte. J'arriverai même pas à vous expliquer. Je ne sais pas si ça a été quelque chose que d'autres personnes qui ont vécu une fausse couche ont ressenti également, hein. Mais moi, ça a été violent à ce point-là. Bon, ensuite, je me suis retrouvée à devenir une extrémiste, à tout vivre de façon très très intense, parce que je me disais, voilà, je suis vivante mais je suis morte. Donc j'ai eu des périodes où j'ai fait un peu tout et n'importe quoi par la suite. Et il a fallu que je refasse le point sur qui j'étais en fait. Je crois que je cramais la vie par les deux bouts, j'avais juste envie d'essayer de rechercher la sensation d'être vivante, mais j'avais pas utilisé les bons moyens, hein. Clairement j'ai merdé là-dessus, mais avec beaucoup de temps, et ça m'a pris des années, hein. Ça m'a pris des années parce que tout de suite après, je me suis pas projetée à nouveau dans la maternité. C'était impossible, j'en étais incapable, vraiment, pour diverses raisons, mais aussi pour ce que j'avais vécu dans le cadre de la perte de cet enfant. La possibilité de me rediriger vers la maternité et la parentalité, je vous assure, je l'ai envisagé en 2022. Je dirais même fin 2022. Plus de 4 ans après quand même. Il m'a fallu plus de 4 ans pour me dire, bon, peut-être que je peux redonner une chance à ce type de projet, je sais que je peux être une maman correcte et tout. Le monde extérieur me fait flipper, hein, la société me fait flipper. Les discriminations, je t'en parle pas parce que je devrais briefer mon enfant dès le départ. Mais je me suis autorisée à repenser à ça depuis fin 2022. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des fausses couches, qui ont eu des enfants juste après. Il y en a qui n'en ont pas eu ensuite. Il y en a que ça a affecté dans des mesures différentes. Mais ce qui est important, et ce qui m'a sauvée sur le coup, c'est d'une part que j'en ai parlé à mes proches, hein. J'ai pas voulu en faire un secret alors que c'est le cas pour la plupart des femmes depuis des générations. Et deuxièmement, je vous y invite. Là, je vous en parle de manière très, je vais pas dire détachée parce que ça m'affecte encore, mais assez tranquille parce que j'ai fait tout ce chemin et ce chemin n'aurait pas été possible sans un accompagnement psychologique. Homme ou femme, noir, pas noir, peu importe, quand vous passez par ce genre d'étape, notamment une fausse couche, en tout cas en l'occurrence par rapport à ce que j'évoque aujourd'hui, je vous en supplie, allez chercher de l'aide auprès de psychologues. C'est pas vos proches qui vont vous aider. Alors le soutien, la présence, oui. La présence, le fait qu'ils soient au courant, que vous puissiez être transparent en tout cas sur la manière dont vous vous sentez, oui, totalement. Par contre, pour aller mieux, il n'y aura rien de mieux qu'un psychologue. De toute façon, c'est le cas pour tout ce qui est trauma. C'est pour ça que je te parle de cet épisode aujourd'hui. C'est pas pour juste faire un journal intime, hein, je le répète de temps en temps. J'ai pas besoin de ça. Tout mon cheminement, je l'ai fait. Par contre, toi, si tu l'as pas fait ce cheminement et que t'es passé par une fausse couche, que ce soit hier, il y a 6 mois ou il y a 8 ans, va discuter avec un psychologue. Fais plusieurs séances. Il y a des choses que tu ne soupçonnes pas, mais qui sont en fait liées à ça, à cette douleur, à cette peur, à cette déception, à ce deuil, les 5 phases d'acceptation, enfin de déni d'acceptation, etc. Tout ça, il faut un psy pour le traverser. À moins que vous soyez des bouts de bois, j'en sais rien, et que vous soyez super fort. Je suis réputée pour être quelqu'un de forte, hein. Ouais, tu parles. Ça m'avait mis à genoux de fou. Donc, tout ce qui est hyper douloureux comme ça, j'en profite aussi pour parler de vos traumas. On va voir si on en parle lors d'un autre épisode. Mais c'est pas les gens autour de vous qui vont pouvoir faire quelque chose pour vous, hein.
d'accord? Allez voir un psy. Si après vous tombez en dépression, qu'il vous faut des anxiolytiques et tout là, faites ça en même temps. N'attendez pas de vos proches qu'ils soient votre solution. Et surtout, je vais parler en mon nom, pour le coup. Là, je suis en train de vous livrer une partie de ma vie, de mon passé. C'est pas pour que vous me disiez « Oh, pauvre bichette, on n'était pas au courant et tout ». Les gens qui doivent savoir savaient depuis, autour de moi. C'est pas pour attirer la sympathie. Je déteste ça. Si vous voulez me parler de votre fausse couche ou si vous voulez témoigner de la manière dont vous avez traversé l'étape, il n'y a aucun souci. Je verrai si je fais un space sur cet épisode spécifique. Je ne suis pas certaine encore, parce que je veux pas que ça se transforme en bureau des pleurs. Un comité de commisération, là, c'est pas, ça apporte rien. On va tous se traîner vers le fond du gouffre. Ça n'aura aucun avantage, aucun bénéfice, vraiment. Par contre, le plus important, c'est vraiment que vous alliez chercher de l'aide au niveau psychologique. Vous ne pouvez pas traverser ça seul, je vous assure. D'accord ? Cette fausse couche, elle a eu, je vais pas dire un avantage, oh, c'est horrible de dire ça, mais il y a eu un aspect positif qui s'est dégagé de ça ensuite, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à en parler à ma famille et à mes proches, depuis, je suis beaucoup plus bavarde, on va dire, concernant mon état d'esprit, comment je me sens. J'en ai plus rien à foutre d'avoir l'air forte ou pas. Pareil, si je suis pas contente, je le dis. Bon, ça c'était déjà le cas avant. Mais si ça va pas, je le dis, quoi. J'ai des rapports beaucoup plus sains avec ma famille depuis que je leur ai dit « Hey, help ! Je vous en supplie, j'ai besoin de vous là, j'ai besoin de votre présence. » Donc, même si c'est une étape très difficile à vivre dans la vie, mais derrière, mes relations avec ma famille ont beaucoup changé. En parlant des relations avec la famille, même mon rapport à la famille a énormément changé depuis le temps. Mais ça, c'est quelque chose que je vais aborder la semaine prochaine. Parce que là, je pense que je vous ai assez rebattu les oreilles et je voulais vraiment pas faire de cet épisode un truc de « Oh, pauvre bichette ». Non, pas du tout. D'accord ? Je vais très bien aujourd'hui. J'envisage la maternité et tout. Et qu'importe ce qui va se passer, il n'y a pas cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête en me disant « Oh, et si je refaisais une fausse couche ?» Si j'en refais une, j'en referai une. Mais je saurai comment la traverser. Sur les rapports avec ma famille, comment dire ? Il y a quelque chose qui est spécifique dans ma culture globalement et dans la culture de beaucoup de personnes qui me ressemblent en fait, qui est le fait que on laisse tout glisser quand ça vient de la famille. Surtout quand ça vient des aînés. Il faut jamais... En fait, se rebeller et dire à un aîné que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est de la merde, c'est le manque de respect ultime dans ma culture. Je suis pas sûre que ce soit que en Afrique de l'Ouest, je vais élargir. Mais ce foutu respect aux aînés alors qu'ils sont cons comme un manche à balai, là, oh, ça m'a fatigué direct. Ça a eu des conséquences, mais on en parlera normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, je voudrais que notre épisode se nomme Family Affair, du nom de la chanson de notre tantine préférée, Mary J. Blige. Un hymne, un banger à l'époque. Je sais plus si c'était sorti en 2002 ou quelque chose comme ça. Tantine Mary J nous a pondu un bop. Ça va être la chanson qui va dépeindre en filigrane ce que je vais aborder, donc les rapports à la famille, le fait de poser des limites à nos proches quand même. Le concept de limite, c'est un truc qu'on ne connaît pas dans ma culture personnellement. Quand c'est par rapport à la famille, limite de quoi ? Cet épisode de Family Affair, c'est sûr qu'il va faire l'objet d'un space. La fausse couche, je pondère encore un petit peu. Donc on va se retrouver dès la semaine prochaine avec Family Affair sur les limites à poser à nos proches, notre famille en tout cas, ici et ailleurs. J'espère vraiment que je vous ai pas trop plombé le moral. C'était pas le but. Franchement, c'était pas le but. C'était juste pour attirer votre attention sur la survenue et la très forte récurrence quand même en fait des fausses couches et le fait que vous aurez forcément besoin d'aide si vous traversez un événement aussi horrible.
C'était le message que je voulais passer. Si je fais un space et que des parents actuels, personnes qui auraient dû être parents, etc. veulent témoigner, ce sera avec plaisir. Bon, les autres, vous ne serez pas obligés d'écouter parce que on aime la bonne ambiance et la galéjade quand même. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. On est de plus en plus nombreux à se retrouver autour de ce podcast, donc je vous remercie énormément. On se retrouve tous les samedis à 16h avec le nouvel épisode. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. À bientôt.